Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouveau journal dans l'actualité aujourd'hui. Ce débat autour des chasseurs et des randonneurs après le décès d'une jeune femme de 25 ans ce week-end dans le Cantal, abattue par un tir de fusil alors qu'elle se promenait dans la forêt lors d'une battue au sanglier. L'auteur du tir, une adolescente de 17 ans, a été mise en examen pour homicide involontaire. En pleine campagne présidentielle, ce drame relance le débat sur la pratique de la chasse pendant les week-ends et les vacances. Un reportage en Vendée signé Pierre Dalicieux. Ces membres de la Fédération française de randonnée de Vendée sont en plein travail pour créer de nouveaux sentiers. Nous sommes en train de faire du repérage pour un futur sentier qui va être mis en place courant 2022. En Vendée, selon ces randonneurs, les relations entre promeneurs et chasseurs sont plutôt bonnes. Pas question pour eux d'interdire la chasse quelques jours dans la semaine, ni de créer des tensions entre les deux camps, même s'ils reconnaissent parfois un manque de communication de la part des chasseurs. Ça, c'est vraiment le problème. On le dit que c'est un problème pour moi de communication. Savoir exactement la date à laquelle a lieu la battue. Ça serait bien que les battues soient connues. Et avoir un site commun, par exemple, mais ce n'est pas toujours le cas. Et des fois, on se retrouve sur un circuit où on n'a pas prévu qu'il y avait une battue. Et à ce moment-là, on dévie de notre route ou on attend que la battue soit passée parce qu'elle ne dure jamais très longtemps. Mais c'est de la communication à avoir avec les chasseurs. Pour la Fédération de chasse du département, des efforts ont déjà été faits sur la sécurité. La fédération qui affirme que les accidents sont très rares en Vendée, mais son directeur admet qu'il est possible de faire encore mieux. Ce qu'il faut par contre, c'est qu'on arrive à mieux échanger, communiquer. Je pense qu'on le fait bien, on peut peut-être encore faire mieux pour délivrer les infos sur comment ça se passe. Pourquoi quand on met des panneaux sur un chemin, c'est pour indiquer et prévenir, c'est pas pour priver les gens de l'espace public. On a eu des problématiques aussi où des gens viennent enlever les panneaux parce qu'ils sont contre la chasse. La majorité des morts à la chasse, c'est des chasseurs qui manipulent mal une arme, qui tirent sur un voisin. Ça restera, on est sur 7 morts sur une année par exemple, sur l'année dernière, ça peut paraître énorme, mais il faut le proratiser aux dizaines de milliers de battues qui sont réalisés en France. La Vendée a été marquée en 2017 par la mort d'un adolescent tué par son grand-père en pleine partie de chasse. En janvier dernier, le président de la société de chasse de Vendée ainsi que 2 chasseurs ont été condamnés après qu'une balle ait atterri dans le salon d'un habitant de Talmont-Saint-Hilaire. Et puis autre débat également dans l'actualité en ce moment entre les pêcheurs et Sea Shepherd. Les militants de l'association ont exposé hier matin un dauphin mort, place Napoléon à La Roche-sur-Yon. Une opération de communication déjà réalisée le 14 février dernier au Sables-d'Olonne. Objectif pour l'association, sensibiliser le grand public aux captures accidentelles de dauphins par les navires de pêche. Et tous les ans à cette période, de nombreux dauphins sont en effet retrouvés morts sur les plages du littoral atlantique. Ça fait 5 ans qu'on est mobilisé sur les côtes vendéennes et aussi en Bretagne un peu l'été pour justement témoigner du nombre important d'échouages qu'il y a à cette période de l'année. Parce que chaque année c'est la même chose, c'est le même carnage, mais le problème c'est qu'aucune mesure sérieuse n'est prise. Donc on est là nous aussi pour faire bouger les lignes. On essaye de pousser l'État, les pêcheurs à prendre des mesures afin d'enrayer cette hécatombe qui dure depuis bien trop longtemps maintenant et on restera mobilisés tant que les choses ne bougeront pas. Et du côté des pêcheurs, José Jounot, le président du comité régional des pêches, dénonce les méthodes utilisées par Sea Shepherd. Il précise également que de nombreux efforts sont réalisés par les pêcheurs depuis des années pour limiter ces captures accidentelles. Je vous propose de l'écouter, nous l'avons contacté par téléphone. Il y a vraiment énormément d'efforts de fait. Dans un contexte qui est compliqué pour les pêcheurs. Ça serait dommage que ces gens-là viennent nous dire ce qu'on a à faire, alors qu'on travaille en parallèle et en étroite collaboration avec les services de l'État, les scientifiques, certaines ONG constructives. Depuis 4 ans maintenant, la profession a pris en main. L'État a injecté 10 millions d'euros sur les 3 dernières années sur des programmes justement scientifiques, d'observation, les caméras embarquées, des effaroucheurs, etc., de manière à éviter ces captures accidentelles. Et à noter que selon des données de l'Observatoire pélagiste de La Rochelle, qui recense et analyse les échouages de cétacés sur la côte atlantique, plusieurs milliers de dauphins meurent chaque année au large en raison de captures accidentelles. Seule une partie de ces cétacés s'échoue sur les plages.
En bref, cet accident ce matin impliquant un car scolaire sur une petite route départementale entre Marseille-Sainte-Radegonde et Sérigné, au nord de Fontenay-le-Comte. Une vingtaine d'élèves étaient à bord, 6 d'entre eux ont été hospitalisés par précaution. L'un d'entre eux a été transporté au CHD de la Roche-sur-Yon. La conductrice du bus n'a pas été blessée. Une cellule psychologique a par ailleurs été mise en place pour accompagner les enfants. Dans le reste de l'actualité, les dernières données liées à l'épidémie de Covid. Selon le bulletin de l'Agence régionale de santé publié hier, la situation continue de s'améliorer au fil des semaines. Le taux d'incidence en Vendée est désormais de 883 cas positifs pour 100 000 habitants. 125 personnes sont toujours hospitalisées, dont 17 en réanimation. Et puis à noter également la fermeture de 3 centres de vaccination dans le département, à Chaland, Noirmoutier et Saint-Hilaire-de-Riez. Une décision prise par les municipalités en accord avec l'ARS en raison de la baisse du nombre de vaccinations. Et conséquence de cette crise sanitaire, certains professionnels éprouvent des difficultés à se relever sur le plan économique. C'est le cas de Stéphane Lelanne. Ce facteur d'accordéon installé à Fontenay-le-Comte depuis 2007 a été touché de plein fouet par l'épidémie. Avec l'annulation des salons et autres festivals où il présentait son travail, les commandes ont chuté. Cyril Guillet est allé recueillir son témoignage. Donc là, je fais une révision sur un accordéon que j'ai fabriqué il y a quelques années. Stéphane Lelanne a installé son atelier rue des Loges en 2007. Depuis, il n'a eu de cesse de développer son activité, mais la Covid-19 est passée par là. En 2 ans de pandémie, puisqu'on arrive au mois de mars, là, j'ai eu que 2 commandes. Alors je n'explique pas pourquoi jusque-là, en 15 ans d'activité, je sortais une douzaine d'accordéons à l'année. Et puis arrive le Covid et j'ai plus que 2 commandes par an. Et même pas 2 commandes en 2 ans. En temps normal, une grande partie de sa clientèle est composée de professionnels de la musique. Mais là encore, les demandes sont à l'arrêt. Un peu de morosité peut-être aussi, justement moins de pouvoir d'achat parce que moins de concerts, les intermittents ils touchent juste ce qu'il faut pour vivre. Et ils n'ont pas d'extra puisqu'ils ne peuvent pas jouer, donc forcément ils ne se projettent pas pour acheter un accordéon. Un autre facteur a impacté son activité, la suspension des festivals et des salons. Tous les ans, en principe, je vais participer à un festival de luthiers. Ça se passe dans l'Indre, à la Châtre exactement, au château d'Ars. Et donc là, c'est la rencontre des luthiers et maîtres sonneurs. Et depuis 2 saisons déjà, le festival est annulé. Moi qui travaille que sur commande, je ne peux plus aller exposer mes instruments là-bas, surtout. J'allais aussi à Lorient, au Festival interceltique. Et du coup, tout ça, c'est annulé. Et donc, on ne peut pas aller rencontrer les gens, on ne peut pas montrer ce qu'on fait. Et forcément, on ne peut pas prendre de commandes, quoi. Pour supporter cette baisse d'activité, il a changé de statut et est aujourd'hui installé comme auto-entrepreneur. Et si les commandes ne reprennent pas, il va être obligé de trouver un autre travail. J'envisage de le faire forcément, si vraiment ça ne repart pas. Ou alors changer ma façon de faire, peut-être trouver un mi-temps qui me permettrait de manger. Et après, le reste du mi-temps, faire de l'accordéon. Et faire des accordéons, ils sont prêts et les gens n'auront pas de délai pour les avoir. Mais par contre, c'est sûr que là, on ne sera plus de l'accordéon à la carte. Aujourd'hui, il finit de livrer les commandes qu'il avait fait rentrer avant le début de la pandémie. Pour ce qui est de la suite, il reste dans l'expectative. Focus à présent sur la première exposition de Lego organisée en Vendée au Sables d'Olonne. C'était il y a quelques jours. Environ 2500 personnes sont venues admirer ou même acheter les pièces présentées par les exposants. Des petites briques qui continuent de fasciner les enfants comme les adultes, près de 100 ans après leur création. Découverte signée Alix Lanos. Des plus petits aux plus grands, ils sont nombreux à s'être déplacés au royaume de la brique. Il faut dire que depuis sa création dans les années 30, la marque Lego a su conquérir un public toujours plus large. Des passionnés bien souvent piqués dès la première boîte achetée. C'est le cas de Jean-Marc et de sa femme Hélène. Plus besoin de se creuser la tête pour trouver quoi offrir à ce couple de sablés. Je ne l'ai pas amené, mais pour la Saint-Valentin, j'ai eu en Lego des roses rouges pour mettre dans mon bouquet et des tulipes en Lego. Très concentrée sur la construction de son colisée de 10 000 pièces, Hélène reconnaît que l'imbrication de ces petites briques assure elle un effet presque méditatif.
Les exposants présents, une dizaine en tout, ont chacun leur raison d'aimer les Lego. C'est que ça peut aller à l'infini, on peut construire ce qu'on veut. J'aime beaucoup suivre les modèles, mais aussi laisser place à mon imagination. Le plaisir, c'est la construction, c'est la conception, c'est la réalisation, c'est l'exposition, c'est aussi, il y a des situations où c'est très ludique en fait. C'est de partager avec les jeunes, et de discuter avec, de leur montrer comment ça marche, pourquoi, etc. Voilà. Moi, ça me fait plaisir de les exposer, et ça fait plaisir aux jeunes de venir les voir. Seul inconvénient, la passion prend de la place. Sébastien est venu de Nantes pour exposer ses créations, trop souvent rangées dans leur carton. Quand on habite un petit appartement, le seul moyen de profiter de nos Legos, c'est en exposition, quoi. Et tout le monde en profite, les visiteurs les premiers, souvent bluffés par la qualité du travail, enfin du jeu. On en a plein les mirettes là, c'est magnifique. Il y a des choses, on ne savait même pas que ça existait, c'est super. Environ 2500 personnes sont venues pendant les 2 jours consacrés à l'exposition. Une réussite pour une première organisation. Il y a noté que les recettes générées par cette exposition sont reversées à l'association Jouets sans frontières. On peut espérer dégager net peut-être 1000 à 1500 euros. Donc ce qui veut dire que si on fait de l'aérien, ça nous permet d'envoyer 1 ou 2 palettes. On travaille avec le Tchad et le Burkina Faso essentiellement. Et puis on travaille aussi, alors c'est nouveau depuis 2 ans, avec des petits orphelinats d'environ 150 à 200 enfants. On leur assure le clos et le couvert et la nourriture, mais les jouets, ils n'en ont pas. Donc on envoie des jouets dans ce type d'orphelinat. Alors on en a envoyé au Bénin cette année, on a été en Côte d'Ivoire aussi, et puis au Togo. Et là on est en négociation avec le Rwanda pour pouvoir en envoyer aussi là dans le courant du mois d'avril. C'est la fin de cette édition, je vous souhaite une très bonne soirée sur TV Vendée.